Hello, c'est Quentin. Cette semaine, on parle de la télévision qui débarque sur YouTube, faisant basculer la manière de créer du contenu aujourd'hui. Mais on va aussi parler de Framework qui, pour ses 6 ans, a quelques petites annonces bien sympas, et Rewan va nous en parler, et un robot humanoïde, et oui, on retourne là-dessus, un petit bipède chinois qui va plier le record du semi-marathon. Mais ça, je vous laisserai avec Mathieu qui va vous l'expliquer. Comment ça va, mes petits osios ? Franchement, les vacances, moins de monde, belle météo. Ce beau soleil là. Oh là Sous là le là. soleil des tropiques. J'ai croisé Rewan en venant ici dans sa monture, mon gars. C'était incroyable. Voilà, donc que des bonnes choses. Et pas mal de trucs dans la tech. J'avoue, cette semaine, c'était presque dur de choisir une actu. Notamment, il y a plein de trucs sur la cybersécu. Ouais, vas-y, Voilà. vas-y. D'ailleurs, je suis étonné que tu n'as pas pris. Je vais niquer tout de suite comme ça le conducteur de l'épisode. Je suis étonné que tu n'as pas pris la fin de Tim Cook parce que là, ça a fait. Écoute, Ça c'est m'a vrai. saoulé. C'est vrai, je pense que ça peut faire un sujet un peu plus abouti. Là, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas 1 milliard de choses, puisque c'est juste la fin de l'ère Tim Cook. Mais après, le plan va se mettre en marche. Donc, Tu le dis avec autant d'intérêt que tu avais pour l'Apple Vision Pro. C'est incroyable. Non, parce qu'en vrai, je suis en train de préparer un sujet en format court par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'aurais pu en parler, mais bon, c'est vrai que beaucoup en ont déjà. Ça a fait des caisses de ouf. Ils en ont vraiment fait des caisses. Après, c'est normal, c'est la fin d'une ère. C'était Steve Jobs qui a créé Apple. Là, Tim Cook qui prend le relais. Là, c'est finalement que la 3e personne de la nouvelle ère Apple. Exact. Donc c'est sûr qu'il y a un gros changement, un gros turnover. Mais bon, on y reviendra. On y reviendra, ouais. On y reviendra. Moi, je vais juste te dire, je suis plus hypé par l'arrivée du nouveau gars. Parce que du coup, ça va peut-être insuffler redynamiser, ouais. Ouais, ou tu vois, genre, il va arriver au début, il va suivre un petit peu le cahier de route que Tim Cook va laisser, mais à bout d'un moment, il va commencer à insuffler sa direction sur le truc. Bah, donc ça va être c'est cool. son poulain en vérité à Tim Cook. Le poulain, ouais. Ouais, mais- et même, il a connu Steve Jobs. Après, il a connu que Apple, lui, je crois. Hein. C'est le début de carrière Apple et c'est 20 ans d'Apple, je crois. Hein. Je sais pas c'est s'il a possible. fait une Ouais, autre mais boîte, tu vois, par exemple, Tim Cook, à un moment, il s'est un peu détaché de la voix de Steve Jobs. On voit qu'il a bougé des lignes sur certains trucs que Tim Cook voulait pas à l'époque, ce que Steve Jobs ne voulait pas à l'époque. Bref, moi, je suis plus hypé par la suite que par voilà, le fait qu'il parte. Voilà. En tout cas, bienvenue sur la bulle de la semaine. On vous rappelle le concept un petit peu. Chaque semaine, on prend le temps avec Mathieu et Rewan de discuter de ce que la tech change vraiment dans nos vies. Là, il y a pas mal de choses qui bougent. Je vous propose de commencer maintenant. Malgré le fait qu'on ne parle pas de Tim Cook, il y a un sujet qui est quand même bien intéressant qui est en train d'être cuisiné. C'est la hiérarchie de la télé et de YouTube qui est en train de s'unir petit à petit. Vous avez même pas réagi à mon petit truc Tim Cook, cuisiné et tout. Waouh! Non mais ok, alors, attends, je vois, t'explique, on n'est pas j'ai sur le que même 4 heures de sommeil, donc j'avoue, celle-là, elle était trop fine pour moi. Mais En tout cas, aujourd'hui, la télé et YouTube, ils jouent plus vraiment dans 2 mondes séparés. On l'a toujours vu comme 2 entités distinctes qui se tirent un petit peu dessus. Ils ont chacun leurs ingrédients. Oh, Voilà. Ok, bah voilà, là tu commences à y aller. Il a l'esprit. T'as J'arrête. épicé la conversation. Là, avec tes parents. Oh, ok, d'accord. Merci à tous. Ok. Non mais on est là, Ok. on est très chaud finalement, vous voyez. Ouais. Il suffit de se mettre dans le Attention, bain. la prochaine risque de faire un réchauffé, donc on va arrêter tout de Ouais, c'est suite. vrai, attends, Allez, on attends, va arrêter tout de attends, suite. attends. En tout cas, on a toujours eu 2 entités qui se battaient un petit peu, et c'est encore le cas aujourd'hui, malgré le fait que France Télévisions s'associe à YouTube pour montrer une sorte de changement de posture. La télé cherche plus à ramener les gens chez elle va directement là où ils sont déjà, parce qu'on le sait, l'audience et la rétention d'audience, c'est quelque chose que YouTube connaît très bien, et aujourd'hui, on peut pas splitter notre attention. On est fatalement contraint à ce truc-là, quoi. Et nous sommes fouettés au watch time. Si tu fais un watch time de merde, l'algo te punit. Exactement. C'est pour ça aujourd'hui la guerre c'est la guerre de l'attention. Merde, on en a parlé dans un autre sujet. N'hésitez pas C'est tout à fait regarder vrai. dans notre backlog. Là, il y a une petite conversation sympa là-dessus. L'idée de France Télévisions, c'est justement d'adapter ses contenus, ses formats, sa manière de raconter pour justement coller au code de la plateforme. C'est plus vraiment une stratégie de diffusion, c'est plutôt une stratégie de transformation de leur contenu. Et concrètement, ce que ça veut dire pour France Télévisions, c'est qu'ils vont commencer à se comporter un petit peu comme des créateurs de contenu.
l'un dans l'autre. Et on le voit, hein, il y a beaucoup de médias qui commencent à se transposer, que ce soit des figures de la télévision, des Élise Lucet par exemple, ou Claire Chazal, il me semble qu'elle a fait un truc comme ça, qui Il y en a vont plein, hein. essayer. Ouais, il y en a plein. Ouais. L'autre qui faisait question pour un champion, là. Ah merde, Samuel Etienne. Samuel Etienne, Très ouais, connu qui a aussi. Qui a fait complètement Twitch, shifté. mais qui est arrivé sur YouTube aussi. Mais ouais, ils ont Et cette t'as l'inverse. même logique. Et t'as l'inverse. Donc après, je trouve que c'est cool dans un sens parce que les créateurs vont chercher de nouvelles expériences à travers la télé. Ouais. Et en même temps, les personnes de la télé vont aussi chercher cette nouvelle toi, ça te expérience, cette plairait nouvelle audience. Ça te plairait de faire Alors, on en a déjà fait historiquement il y a longtemps. C'est vrai. Mais c'était pas vraiment de la grande télé, tu vois, c'est pas la puissance d'un France Télévisions. Mais du coup, toi, un jour, si on te proposerait un truc genre format de télé, t'auras envie d'y aller? Parce que je sais qu'il y a deux écoles, hein. Il y a vraiment les gens qui disent ah non, ce truc de boomer, machin, je veux pas. Et il y en a qui disent ouais, pourquoi pas. Ouais, bah écoute, j'ai déjà fait un plateau, je vais pas te le cacher. Non, mais mis à part ça, c'est vrai que en fonction du bon contexte, je pense que je pourrais y aller. Ça dépend vraiment de ce que ça peut apporter. Non, mais ça veut dire que toi, le format télévision traditionnel, me dérange pas. sachant qu'aujourd'hui on est en 2026 et qu'en fait ça veut plus rien dire parce que même YouTube Exactement. s'accapare des parts d'audience sur la télé. Il pousse beaucoup fort, hein, le format Apple, Android TV, YouTube TV, je veux dire, pardon. Mais ok, d'accord. Je trouve que tu es un espèce de vase communicant. Au départ, tu avais des codes de la télé qui étaient repris dans... Enfin, non, je vais formuler ça différemment. En fait, au départ, je trouve que tu avais des codes YouTube qui se cherchaient, où tu avais des choses qui étaient relativement succinctes, abstraites, tu sais, avec des mecs qui allumaient, qui faisaient un enregistrement uncut et qui remettaient après. Ensuite, on a essayé de s'inspirer un peu de la télé. Ce faisant, il y a eu des codes YouTube des codes Internet qui ont été trouvés avec du montage dynamique, le Friends, Family Fun, machin de ces trucs-là. Et ce faisant, la télé a commencé à reprendre des codes de l'Internet. Et maintenant, en fait, c'est un peu l'effet, pas inverse, mais c'est en mode, vu que la culture Internet chez les jeunes, elle est relativement, déjà... bien mis en place. Ouais, c'est ça, en fait. Ils vont chercher des gens de la télé pour les ramener sur YouTube et faire une espèce d'attrait pour les gens qui sont potentiellement pas consommateurs de la plateforme en s'adaptant à la fois à certains formats, mais aux certaines personnes. Je le vois beaucoup avec, par exemple, Squeezie qui invite beaucoup de stars, etc., de gens de la télé, en fin de compte, qui sont pas du tout sur les réseaux. Mais toi, Rewan, c'est quoi ton rapport à la télévision? Et est-ce que, aussi, j'ai juste une deuxième question rapide, c'est est-ce que tu consommes beaucoup de YouTube sur la télé? Et c'est quoi ton rapport à la télé normale? YouTube télé, c'est relativement quotidien, Okay. parce que quand je suis à table avec madame ou que... je suis tout seul pour manger, j'aime bien me mater une vidéo. Si j'ai pas de série à mater, je me mate une vidéo. Mais tu le fais pas genre sur un coin de table avec ton téléphone, parce qu'il y a aussi ces écoles-là. Moi, j'ai une petite cuisine, donc moi, c'est un téléphone qui me sert de télé d'appoint. Bah non, ça, moi, à point, c'est soit j'écoute un truc, et quand je fais autre chose, je regarde pas un écran. Ouais. Mais quand je mange et que je suis statique parce que mes mains sont occupées ou quoi, là, j'aime bien regarder YouTube sur la télé, tu vois. Mais l'objet télé est cool parce que t'as le bon son, t'as la grande image, etc. Après, YouTube, je peux le consommer sur le PC, je peux le consommer sur le téléphone. Des fois, si j'ai un truc à regarder avant d'aller dormir, tu vois. Et tu fais partie des gens là qui aujourd'hui, ils sont tout fiers de dire moi, je blacklist la télé, je regarde plus du tout. Alors, je suis pas fier de blacklister la télé parce qu'en soi, je m'en fous un petit peu. Ouais. La télé me sert pas à regarder les chaînes télé. Okay. En fin de compte, c'est-à-dire que je consomme du streaming comme tout le monde, je consomme du YouTube, je pense comme tout le monde. Par contre, tu as certains programmes aujourd'hui que je peux aller regarder en replay. Mais la télé en direct, tu vois, je crois que la dernière fois que j'avais regardé un truc en direct, c'était la cérémonie d'ouverture des JO, je crois. Ouais. Je crois que c'est tout. C'est le dernier truc que j'ai regardé en direct. Et avant ça, je saurais pas te dire ce que j'ai regardé. Il y a un truc assez révélateur de ce que vous étiez en train de dire, et c'est pile poil dans l'actualité, c'est qu'il y a aussi les créateurs qui font le chemin inverse et des boîtes de production qui achètent des concepts. Nota Bene, tout ça là qu'on voit. Alors même au-delà de ça, Squeezie, par exemple, vient de revendre son concept Stop the Train, qui a été acquis par le groupe Benny Jai Group, qui est justement ceux qui sont derrière Masterchef, qui sont derrière Secret Story, LOL qui ressort, Fort Boyard, etc. L'objectif, c'est de diffuser un petit peu ce programme à travers les pays. Donc, ils ont acheté les droits. Et si c'est diffusé dans d'autres pays, parce que Benny Jai Group, ça représente 35 pays, je crois, et du coup, il pourra toucher des royalties derrière tout ça. Donc, un petit peu comme le concept LOL qui ressort, c'est adapté pour les plateformes de streaming initialement.
Et après, bon, éventuellement pour la télé, mais c'est plutôt pour les formats streaming, donc les plateformes Prime Video, etc., etc. Ok, donc moi j'avais suivi ce truc de loin, donc je savais pas. Ouais. Squeezie, c'est un truc que je regarde de loin, et le Stop the Train, j'ai jamais vu pour tout te dire, je suis un boomer. Mais je savais pas trop comment ça allait arriver, oui. Donc du coup, je comprends, c'est comme le truc qui ressort là. Là, le qui ressort, ouais, exactement. Machin, donc ça va être un truc sur les plateformes après derrière. Exactement. En fait, maintenant, on voit de plus en plus que la télé va aussi chercher ses idées directement sur Internet parce que vous le disiez, les concepts commencent de plus en plus à évoluer. Là où avant, la source pour rechercher des idées de la télé, ça pouvait venir d'autres choses. De boîtes de Là, prod. de boîtes de prod, d'idées extérieures. Là, on voit qu'ils s'inspirent vachement des créateurs sur Internet. Et on est vraiment en train d'assister à une sorte d'inversion un peu nette où la télé ne cherche plus qu'à être dans son propre écosystème, mais à vraiment se mêler à ce qui se passe aussi sur YouTube et insuffler une nouvelle dynamique. Il faut savoir que France Télévisions, ils sont en crise. Donc, je trouve que c'est un bon move. Après, j'ai toujours l'impression qu'ils sont un peu en décalage. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être aller chercher des gens de notre génération, mais que les jeunes, ils sont déjà un peu passés aussi à autre chose. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'il y a un problème de public, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, transformer un format et récupérer des codes, c'est pas très compliqué. T'en as des chaînes, des gens qui savent l'expliquer, qui s'en sont fait même un métier de les accompagner dans ces transitions-là. Aujourd'hui, l'idée, je pense, c'est de ne pas rebuter la base de consommateurs déjà existante. C'est-à-dire que quand tu regardes du France 2, passer sur du Squeezie, t'es en mode pourquoi il crie, pourquoi ça rigole, pourquoi il y a toutes ces cuts, etc. Tu vois. Ouais, là où je te rejoins moins, c'est que justement les formats se sont beaucoup plus professionnalisés dans certains cas, et justement dans ce genre de format par exemple, c'est un truc qui peut vachement se prêter aux plateformes. Bien sûr. Et à contre-courant, ça permet aussi aux chaînes de télé qui étaient beaucoup moins agiles à l'époque, sur des formats qui étaient trop carrés, Vieillissant. avec beaucoup trop de choses, et même vieillissants, de comprendre un petit peu ces nouveaux usages qui ont été apportés. Et c'est aussi pour ça que on voit France Télévisions qui vient sur une plateforme comme YouTube en reprenant les codes, Ouais. en voulant en tout cas reprendre les codes, parce que pour l'instant rien n'a été fait, c'est juste un accord qui a été passé. Et aussi des groupes comme Benny Jay qui va récupérer des droits pour pouvoir le diffuser sur des plateformes et autres en reprenant de YouTube. Je trouve qu'il y a une passation qui est assez chouette. On est en train de vivre un bouleversement un petit peu de ces codes-là, sachant qu'on est en train de voir aussi la monétisation sur la télé qui est en train de vachement évoluer et qui va se rapprocher du CPM qu'on a sur YouTube. Donc en fait, d'un coup, c'est un marché qui va s'effondrer et une nouvelle opportunité qui va s'ouvrir pour aussi les annonceurs, etc., pour faire la même chose que ce soit sur YouTube que sur la télé. Après, évidemment, ça dépendra des événements, genre la Coupe du Monde, ça coûtera plus cher, mais sinon... Après, YouTube, Voilà. ça devient la nouvelle télé. Moi, j'entends souvent ce truc-là qui arrive. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que France Télévisions se rapproche d'une plateforme comme YouTube qui, presque elle-même, commence à avoir une grosse maturité, pour pas dire devient vieillissante, parce que c'est encore un peu précoce de dire ça. Mais par exemple, ils n'ont pas été chercher un TikTok, tu vois, un truc comme ça. Donc, c'est intéressant. Complètement. C'est intéressant. À quand Bubble sur la télé? Est-ce que vous pensez que la télé va réussir à s'adapter au code du web sans la dénaturer trop ou, Bah, en fait, ça dépend ce que tu entends par télé. Est-ce que tu entends aujourd'hui la télé, type les programmations avec une chaîne, enfin un programme à une certaine heure, machin, tout ça? Exactement, le truc linéaire. Ça, je pense que ça va convenir à une certaine partie du public qui aujourd'hui consomme la télé comme elle l'a toujours consommée. C'est-à-dire, il faut que je sois à la télé devant tel truc pour regarder mon journal et mon épisode ou mon téléfilm après. Et après, de toute façon, le reste, c'est les formats qui, une fois qu'ils sont produits, qui sont déjà diffusés, ils se retrouvent en replay, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les applis des chaînes. Donc oui, la transition, elle la fera sans aucun problème. C'est plus... En fait, la plateforme, pour moi, le problème de la plateforme, il est rompu. Aujourd'hui, tu as un écran, tu as Internet, tu peux regarder ce que tu veux de la manière dont tu veux. Pour moi, c'est la manière de consommer en fonction de toi, ce que tu as l'habitude de faire, qui va être différente en fonction de que tu sois plus âgé ou plus jeune, en fin de compte. Ouais, moi, je sais pas, j'étais en train de réfléchir et je me dis, est-ce que les chaînes ne vont pas un jour devenir comme une interface YouTube où tu vas arriver sur des chaînes spécifiques et tu auras des vidéos au lieu d'avoir ce chemin linéaire? Je sais pas. Honnêtement, j'ai du mal à me projeter parce que j'ai du mal à visualiser le concept. Ouais, Genre, j'ai tu du cliques mal sur à TF1, t'as voir. tous les C'est ça. formats différents, quoi. Et j'ai du mal à voir, tu vois, aujourd'hui, de mettre une playlist YouTube de plusieurs créateurs sur une chaîne de télé qui tourne soit en boucle, soit
qui s'alimentent tout le temps. Donc, vraiment, c'est un paradigme qui va être intéressant à suivre. En tout cas, de toute façon, je trouve que c'est un bon move parce que, honnêtement, France Télévisions commençait vraiment. En ce moment, c'est dans les débats parce que, justement, c'est un truc public, tu vois. Donc, c'est financé un peu par l'État, etc. Et je crois qu'il y a une vraie recherche d'essayer de trouver un second souffle ou d'essayer de rendre ce truc-là un peu plus rentable qu'il ne l'est actuellement. Intéressant. J'ai hâte de voir un jour France Télévisions débarquer dans mes mails, dire bonjour, on voudrait vous mettre sur France Télévisions. Est-ce que ça vous intéresse? Ça serait très très drôle. Les gars, est-ce que vous connaissez le record du monde du semi-marathon? De tête, là? Ouais, comme ça. J'aurais dit. Bon. Semi-marathon? Ouais. Je sais pas, 1h20, un truc comme ça? Bon, en tout cas, je peux vous dire qu'actuellement, chez les humains, c'est l'Ougandais Jacob Kiplimo qui détient le titre avec un chrono monstrueux 1h15. de 57 minutes 57. et 20 secondes. Ouais, c'est un monstre. Exactement. Semi-marathon, c'est 21, combien? Je sais pas, un truc comme ça. C'est 42,5, je crois, un marathon. Tout à fait. Bah, je vous laisserai vous renseigner là-dessus. Parce que je n'ai pas l'info, c'était pas dans mes notes. Bah super, le mec fait une news sur le marathon, il a pas la Non, moi je distance fais du pas marathon. la news sur le marathon parce que moi je viens plutôt envie de vous ramener du côté déjà du record que vous pouvez oublier parce que l'humain il vient officiellement de se faire grand remplacer. Pour répondre à la par un question, robot. c'est 42,195. Eh ben merci. Kilomètres. Ça fait Parce ça que fait une sacrée c'était perf. La distance du mec qui a fait. qui a couru de marathon jusqu'à je sais plus où. C'était Athènes, je crois, pour Jusqu'à dire Athènes, qu'on ouais. avait gagné. Et puis après, il est mort. Je crois qu'il est mort. Il est arrivé, il a dit on a gagné, il est mort. La fin est incroyable. Ouais. La semaine dernière, ce 19 avril, il se tenait à Pékin un semi-marathon un peu spécial. C'est le Beijing Eton 2026 qui mélangeait pour la première fois humains et machines. Alors, elles ne couraient pas sur les mêmes axes, hein, bien sûr, ils étaient séparés. Non mais déjà c'est légendaire. À quel moment quelqu'un a décrété il faut faire 2 voies, une pour les humains, une pour les machines. Bah, c'est fou. ça, c'est la Chine. Ça Ça y est, on est dans une nouvelle ère là. On a C'est Detroit basculé. Become Human, ça y est. Ça, c'est vraiment la Chine qui fait ça. Et en gros, il y a un robot humanoïde chinois qui s'appelle Lightning. Déjà, tu vois le nom. Flash recherche. McQueen. Il est arrivé, il a Sans fait que que le Charles. marketing, il s'est mis dessus. Il s'est dit, allez, on va bloquer une semaine là pour trouver son blaze. Et lui, il a bouclé, donc du coup, j'ai l'info, les 21,1 km en 50 minutes et 26 secondes. Donc l'autre, c'était 57,20 et lui, il a fait 50 minutes. Donc il lui a mis près de 7 minutes dans la vue au meilleur humain de l'histoire. Voilà. Ok, d'accord. Mais Ok. bon, il a des moteurs aussi, le dude. Ouais, le moteur, il a une batterie, il a pas de douleur articulaire, il a pas de muscles. Mais il a bien couru. Parce que moi, j'ai vu une autre actualité où justement, c'est une sorte de. Alors, c'est sur une piste de 100 mètres ou de trucs comme ça. Et il y a un robot qui commence à partir. Il y a une sorte de mini-marche. Il se galoche. Il s'explose. Et le robot, il n'y a plus, Tout il y a à plus de fait. robot. Game quoi. over. Ouais, Game ouais, over. Ouais. exactement. Là, non, il a vraiment fait tout le marathon. Il y a eu des petits changements de batterie au préalable, du refroidissement aussi également pour refroidir. Tu vois, le robot, c'est vrai que ça paraît évident quand je vous le dis maintenant, mais moi, j'y avais pas pensé au moment d'avoir vu. Il y a une vidéo qui nous montre un petit peu comment ça se passait pour lui. Il faut comprendre que pourquoi c'est exceptionnel, c'est que je crois ils l'ont refait l'année d'avant, ce marathon-là. Et à ce marathon-là, il n'y a aucun robot qui a réussi à finir le truc. C'est juste pour vous donner un peu l'idée de l'évolution de là où on est. 1 an avant, t'as pas un robot qui arrive. Et là, 1 an après, il y a un robot qui a plié le truc et qui, en plus, se targue même de taper le record. Donc, Mais alors, tu c'est assez sais impressionnant. pourquoi ils ont voulu, pour cette édition spécifiquement, ouvrir la compétition à ces robots? Bien sûr. Tout ça, c'est un peu de la géopolitique. C'est un petit peu... C'est de la pub, ouais. Aujourd'hui, marketing. on en parle régulièrement dans ce podcast, mais il y a une guerre, on va dire, dans la robotique entre Elon Musk qui fait des méga annonces avec son Optimus, je te le rappelle, lui, il estime que ce marché-là, ça va être un des plus gros marchés de l'histoire mondiale d'un produit, ni plus ni moins. Ça va taper les voitures, ça va taper tous les, même le smartphone, tous les marchés que tu peux imaginer. Le robot, pour Elon Musk, ça sera le plus gros marché de tous les temps, en fait. Et il n'est pas le seul à le penser, hein. Nvidia aussi est pareil. Et donc, qui dit compétition et dit marché et dit sous-sous, et tu as une grosse guerre des géants de la tech. Et donc, tu as le gros focus versus US et la Chine. Et donc, ce robot, c'est ni Boston Dynamics, ni Tesla, c'est Honor. Honor qui fait des Mais téléphones. non. Et donc, je viens de sortir un test d'un téléphone. Eh bien, Honor, eux, ils sont à fond dedans. Ils ont mis 2600 ingénieurs sur le coup pendant 1 an et ils ont réutilisé, accroche-toi bien, toutes les technologies qu'ils ont dans leur smartphone.
C'est-à-dire que le robot, il a macOS, qui est l'OS des smartphones de chez Honor. Il va utiliser aussi également donc l'intelligence artificielle qui sera dessus. On va retrouver Les aussi capteurs photo pour les yeux. les capteurs photo pour les yeux. On va trouver les algorithmes de stabilisation, tu sais, qu'on utilise quand Sur plusieurs axes. quand on filme et tout ça exactement, pour que et justement il tombe pas, pour qu'il garde bien son équilibre en courant. Et du coup, ce robot Lightning d'1,69 m et de 45 kg, avec 55 articulations bioniques, il a réussi à mener à bien ce truc qui est quand même. Enfin, on a l'impression que ça a l'air d'être easy comme ça, mais il faut imaginer les frictions. Courir sans s'arrêter pendant 1 heure avec des pièces mécaniques qui s'amusent à se frictionner les unes aux autres, avec le poids aussi à propulser, donc une batterie qui sera capable d'encaisser toute cette charge et de tenir sur la longueur. Il y a eu des petits changements. D'ailleurs, c'est drôle parce que la course, ça ne s'est pas fait sur un long feuve tranquille, hein. Il y a quand même eu une chute d'un robot d'un concurrent près de l'arrivée. Et il faut savoir un truc qui est aussi exceptionnel, c'est que souvent, tu sais, on parle de robots. Et il y a toujours à la fin ce truc de « Oui, alors on ne vous l'a pas dit, mais ils sont téléopérés, ils sont télécommandés. » Celui-ci était complètement autonome. Il y a eu un mix d'ailleurs. Il a affronté des robots qui étaient téléopérés par des humains. C'était vraiment Du coup, t'as un mec qui courait à côté, en fait. Il était sur un tapis et il courait. C'est ça. Mais Exactement. c'est un robot 100% au nord. Ouais. Pourquoi on n'en a jamais entendu parler? Ça a fait les titres, mais effectivement, ça fait pas un raz-de-marée Bah ouais, en quand même, France. c'est fou. Parce que je pense que encore une fois, on sous-estime malheureusement un petit peu les capacités. Là où je veux vous emmener sur cette news, c'est qu'en fait, ce qu'on comprend ici, si on analyse bien le truc avec du fond, c'est que là, on est arrivé à un moment Deep Blue contre Kasparov. Tu sais, tu te souviens, cette partie d'échecs légendaire où Kasparov, le grand joueur d'échecs, a perdu contre la machine. Là, on est exactement sur la même chose, mais du côté ici du sport et de la course à pied. Tous nos tableaux de records vont commencer à s'effondrer les uns après les autres par des robots, c'est terrible. Et encore une fois, je vous emmène là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'il ait gagné une course, ok, bien sûr, la machine, elle ne s'épuise pas comme l'humain, elle n'a pas forcément autant de problématiques que l'être humain, mais en même temps, ça signifie quoi pour eux? Ça signifie tout un champ des possibles qui s'ouvre. C'est-à-dire que on arrive à tenir un robot qui est sur un effort quand même continu pendant 1 heure, et sans doute en changeant quelques batteries, on arrive à le faire tenir. On arrive à faire comprendre qu'un robot a réussi à tenir en équilibre, parce que lui, il n'a pas chuté, hein. Il a tenu 1 heure en équilibre en courant. Je vous laisse imaginer le champ des possibles, que ce soit militaire, que ce soit dans le civil, etc. Ouais, même au-delà de l'aspect ingénierie, il y a aussi le côté monétaire. Faire une démonstration comme ça, c'est aussi mettre une claque à toutes les personnes qui veulent se positionner sur le marché et montrer aux investisseurs potentiels de dire, regardez, mon robot fonctionne, il vient de taper un record du monde. Et au-delà de ça, c'est que le robot là qu'on nous a montré, c'est pas genre ils l'ont sorti d'un écrin, ils l'ont montré, ils disent ok, on le re-range et on vous le montrera un jour peut-être dans un prochain... Non, ce robot, il est prévu pour une fabrication en masse d'ici 2027 et on a déjà un prix pour ces robots, une fourchette de prix, on va dire plutôt, qui va de 16 000 à 21 000 euros. Donc déjà, on met même sur un prix qui, ok, pour nous, grand public, c'est le prix d'une caisse, mais pour une entreprise, 16 000 à 21 000, en fonction des services qu'il peut te rendre, c'est peanuts. Est-ce qu'il va t'économiser pour un salarié potentiellement? Exactement. C'est ça aussi le sujet. C'est aussi ça le sujet. Et autre chose, la claque qui met beaucoup, c'est que on se rend pas compte, mais Elon Musk, il arrête pas de faire des grandes annonces, notamment du côté d'Optimus. Et c'est intéressant le timing parce que justement Tesla doit prendre la parole là, pour donner ses fameux résultats financiers, etc. Et Elon Musk, il est très 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 attendu parce qu'il a des objectifs au niveau de la robotique. Je crois qu'il a une prime assez pharaonique qui lui sera donnée s'il tient un objectif. Et pour l'instant, en fait, Optimus, on voit plein de trucs sympas, mais on n'a rien vu de concret. Alors qu'avec les Chinois, tu vois, Unitree, Honor aujourd'hui maintenant, c'est du concret. Ça avance. Ça avance avec le robot qui est vendu sur AliExpress. Et Honor, pour eux, c'est aussi important parce qu'ils sont aussi dans le pivot. Je sais que, tu vois, je les ai suivis pour le Mobile World Congress, toutes ces choses-là. Ils sont clairement en train de dire, ouais, bon, le smartphone, c'est bien, mais on va miser à fond pleine balle là sur l'IA. Ils ont un truc, vraiment un centre R&D spécialisé en IA. Et aussi la robotique. On a vu des mains que tu peux piloter avec la webcam, oui. Ouais, avec la webcam où tu fais tes mouvements de main, il les reproduit, etc.
Donc eux, Honor, ils sont, tu vois, aujourd'hui, on voit petit constructeur. Mais ils ont fait un vrai step-up en vrai, parce qu'au Nord, de base, c'est la petite maison de chez Huawei qui commence petit à petit à se trouver sa propre voie, sa propre trajectoire. Parce que Huawei elle a été obligée de les lâcher. Pour exactement. Bah ouais. Et puis même au-delà de ça, tout ce qui s'est passé avec Trump, les Chinois, et tout ça qui ont été dégagés. Huawei a réussi à faire un tour de force quand même assez colossal pour être présent sur le marché et sortir beaucoup de choses en Europe. Ouais, bien sûr. Bah, pour te donner une dernière petite chose, que j'ai testé un smartphone dedans, et lors de la présentation, Honor nous a dit que maintenant, ils mettaient même de l'IA dans les processus de fabrication du téléphone. L'IA qui va agir de manière préventive, tu vois, pour s'assurer que le contrôle qualité, il est carré de ouf, tu sais, pour limiter un petit peu les déchets, etc. Donc, c'est assez impressionnant. Je pense que c'est une entreprise on va dire un peu sous-estime aujourd'hui, mais qui sera peut-être demain avec ce record-là établi. Ils ont encore l'image du fabricant de smartphones un peu la sous-marque de Huawei qui fait des téléphones un peu comme ça quand t'as pas trop d'argent et tout, alors qu'aujourd'hui, en vrai, ils se positionnent sur un certain nombre de choses vachement intéressantes qui dépassent le smartphone et qui sont des initiatives d'avenir. C'est peut-être le futur Huawei qui s'est craché du coup en vol avec cette histoire de blacklist. Lui, il va peut-être arriver là où Huawei a finalement jamais pu atteindre sur les le hautes sphères. Hors Chine. Ouais. Au grand déboire de Mathieu, je ne vais pas vous parler des 18 fuites de données qu'il y a encore eu, notamment la NTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. Mec, a été folle cette semaine pour toi. En vrai, quand je voyais les news passer, je dirais Rewan. Là, il est à côté de moi, regarde le dernier mail que j'ai reçu. Voilà, France Titre, parce que maintenant c'est France Titre, le nom de la NTS. Incident de sécurité, super nickel, vos données ont été consultées, téléchargées. Mais du coup, on peut rappeler aux gens que là, en ce moment, il est urgent de faire hyper gaffe à tout ce que vous recevez, même si ça semble ultra legit. C'est ça. Là, j'ai reçu le message avec le fameux Colissimo fait par IA. Je l'ai reçu avec un vocal, moi. Ah ouais. Une capture d'écran, un vocal, je suis passé chez vous, machin. J'ai eu la photo avec le colis. Avec un lien avec mon nom de famille, mon adresse et tout, j'étais en mode yes. Donc oui, petit rappel avant que je vous parle vraiment de mon actualité qui est beaucoup plus jouasse. Faites attention, on est une période quand même relativement compliquée avec pas mal de nos données qui sont dans la nature. Il n'y a pas d'impact direct pour vous. Par contre, vous allez recevoir sûrement des mails qui paraissent très très legit avec vos coordonnées, vos adresses, etc. Il faut double-checker, triple-checker, quadruple-checker, s'il vous plaît, avant de faire quoi que ce soit. Ils ont tout là. De changer de mot de passe, de envoyer de l'argent à quelqu'un. S'il vous plaît, faites attention. Quoi qu'il en soit, moi, dans un sujet plus jouasse, vous connaissez ma fascination pour Framework. Framework, je le rappelle, pour ceux qui ne nous écoutent pas depuis le début, c'est une société qui est faite par des anciens d'un petit peu partout, notamment Intel, AMD, Nvidia, etc., HP, Dell même, qui ont eu pour vocation de créer une marque d'ordinateurs et de composants, de périphériques informatiques au sens large, avec un aspect très tourné sur l'open source, sur la réparabilité et modulaire. Et sur la modularité, exactement. J'aime beaucoup leur nom, Framework. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça sonne très bien. Je trouve simple, que ça résume tout l'esprit du truc. Ouais. Ça fait 6 ans qu'ils existent depuis, je crois, le mois dernier. Et à l'occasion de leur Next Gen Event 2026, ils nous ont annoncé un certain nombre de choses. Moi, celui dont je voulais vous parler avec un focus un peu particulier, c'est le Framework 13 Pro. Le laptop 13 Pro, pour être parfaitement exact. Moi, je suis possesseur d'un Framework laptop 13. Donc 13 qui est en fait 13 pouces. Puisqu'il y a aussi il va craquer, il va lâcher la carte là. On va y venir, mais pour l'instant, j'en aurais pas le besoin. Mais quand je me suis fait la config hier, j'étais en mode putain, ça me chauffe. C'est pas mal. Juste, je te coupe 2 secondes. Ils avaient fait un ordinateur, une tour. Elle est sortie finalement parce que j'en ai pas entendu parler. Bien sûr, ouais, la tour, elle était sortie. Je n'en ai pas parlé plus que ça parce que, en fait, pour moi, l'esprit de la réparabilité, tu l'as beaucoup plus dans un PC que tu vas faire toi ton propre en build. kit. Donc je voyais pas trop l'intérêt de parler de ce PC-là pour Framework, même s'il y a des trucs très sympas dedans avec le fait de pouvoir notamment intégrer tes modules de laptop dedans, etc. T'as des trucs relativement cool au niveau de la personnalisation. Mais pour moi, la vraie révolution, c'était d'intégrer ça dans des processus de fabrication de PC portables. Bien sûr. Où là, tu peux juste changer une touche de ton clavier si tu veux. Tout le clavier, tu peux acheter des nouveaux modules qui sont rétro-compatibles et c'est vraiment la partie sur laquelle je trouve qu'ils sont très forts. Les cartes mères qui sortent dans le futur ont les formats des anciennes, donc tu peux vraiment faire des upgrades. Justement, à propos de ça, qu'est-ce que c'est que ce laptop 13 Pro ? Et comme le nom, il l'indique, c'est en fait plus qu'un redesign, c'est vraiment un état d'esprit de on a acquis une certaine maturité et on va le prouver. Ça se traduit par quoi ? Châssis en aluminium CNC, ok ? Pas mal.
Donc, qualité. CNC, c'est vraiment du truc, vous savez, C'est pas ce que fait un gravé, peu, c'est ce que fait Apple. Ouais, même Sur les les- surfaces, Oui. ça ressemble d'ailleurs à une surface. Imaginez, C'est vous très prenez beau. une feuille vraiment d'aluminium et vous venez graver dedans pour donner la forme de votre Il est très très châssis. beau. Pardon, Il est- il est très très il beau. Le est noir, magnifique. il est incroyable En avec noir. les petites touches là. En noir avec les petites prises modulaires, enfin comment dire, les petites add-ons modulaires en orange, je le trouve Il magnifique. est incroyable. Il a été redesign de zéro. Les bezels, donc les contours de l'écran, sont en polycarbonate recyclé à 98%. Ce que tu regardes, c'est la couleur graphite. Il y a aussi la couleur silver qui est disponible. La couleur graphite, moi, franchement, Il est légendaire. elle m'a foutu les poils. Il y a un truc, et j'ai vraiment envie de l'acheter juste pour vérifier si ça c'est vrai, mais je regarderai les tests. Une batterie de 74 Wh. Apparemment, on atteint des 20 heures d'autonomie annoncées. 20 heures, c'est plus qu'un MacBook M5. Ça fait combien de temps que tu es en train de maturer ton idée de qu'il t'en faut un ou pas? Bah non, mais en fait, c'est que j'ai découvert l'event, je crois, fin de semaine dernière, si je dis pas de bêtises. T'avais dit il faut attendre 48 heures et après. Non, j'avais dit un mois. Un mois. J'avais dit un mois. Oh. Mais là-dessus, Ça peut j'en aller ai plus déjà un. Et, Oui. en vrai, je pense que si je craque, ce serait dans l'optique de me débarrasser de l'ancien. C'est tu la vois. boîte qui paye, Mais t'inquiète. on a effectivement deux Private joke. toujours choix de processeurs avec les Intel Core Ultra série 3, donc la gamme Panther Lake, qui sont globalement de niveau pour faire tourner des jeux AAA. Donc tu peux faire tourner du Cyberpunk 2077 dessus apparemment, avec une bonne efficacité énergétique malgré tout. Et tu vas avoir les AMD Ryzen AI 300 Series, qui sont dans le même format de carte mère que le laptop 13. Donc je pourrais très bien acheter la nouvelle carte mère et la mettre dans mon PC, moi qui est le modèle ancien. Il y a quand même 1000 € de différence entre les deux processeurs. Hein. Oui, bah ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, je me tournerais plutôt vers du Ça AMD passe. parce que du gaming, j'ai un ordinateur pour ça. Et en vrai, même celui de maintenant, quand j'ai besoin de faire des toutes petites sessions avec du petit Baldur's Gate et tout ça, ça tourne, pas spécialement T'as problème. une Steam Deck aussi. Et j'ai un Steam Deck aussi, exactement. Donc, j'ai vraiment pas le besoin d'avoir ça. Mais pour faire de l'IA, de la petite inférence sur du local, pourquoi pas. C'est bien l'auto-persuasion. Je vais pas vous faire tous les specs, mais sachez que par exemple, un truc intéressant, qui sont passés sur le format LPCAM 2 au lieu du format SODIMM pour la RAM. Donc la Ouais. SODIMM, c'est vraiment la petite RAM. Vous avez la DIMM pour les PC fixes, la SODIMM pour les PC portables. Ils ont changé en LPCAM 2, donc encore de la DDR5. C'est à partir de là que je LPDDR5X. suis parti. Voilà. Pas soudé, donc ça veut dire que tu peux encore la remplacer encore une fois. Ok. Ils ont sorti un écran custom full framework avec un support tactile de 3,5 en termes de format, donc c'est un format un poil plus carré. Écran 2,8K 120 Hz en option, rétrocompatible également. Touchpad haptique en une seule pièce, clavier redessiné, toujours les expansions card, Wi-Fi 7, un gros support pour Linux. Et ça, ils l'ont vraiment mis en avant pour le coup. Ils supportent beaucoup plus de distribution Linux de nouvelle génération. Tu vas avoir du Bazzite pour ceux qui aiment jouer, tu vas avoir du Ubuntu, tu vas avoir, je crois que tu as du FreeBSD, donc tu as vraiment pas mal de distributions. Donc c'est cool de les voir Fedora, Basit, Non, mais en ce moment, il y a Fedora un aussi. CachyOS, vrai NixOS. mood Linux. En ce moment, c'est en train de Ouais, c'est prendre en vrai, ouais. T'as popularité entendu, de ouf. il a dit NixOS. Ouais. Et pas Oui. la semaine dernière, de Oui, NixOS, oui, tu te oui, rappelles oui, de je me tout à NixOS. fait. souviens. Oui, oui, oui. Avec Euh, Gorotix. Exactement. Et parmi les autres annonces un petit peu cool, il y a eu aussi le Framework 16, donc qui est le laptop 16 qui est la format 16 pouces avec sa baie d'expansion qui est lui derrière aussi, donc où tu peux brancher d'autres SSD, une deuxième batterie plus grosse, voire une carte graphique si tu as envie. Là-dessus, pas mal de choses au niveau de l'amélioration du design. Moi, le truc qui m'a vraiment, hypé, c'est qu'ils sont en train de faire un dev kit Oculink. Donc, tu vas pouvoir faire ton propre dev kit ton propre ajout pour potentiellement le brancher à un GPU externe. C'est-à-dire que tu pourras avoir ta grosse carte graphique chez toi posée sur ton support, tu branches la prise Oculink et en fait, ça te permet d'avoir un PC qui se transforme en une puissance. machine de guerre, Mm. Soit pour faire tourner de l'IA, soit pour jouer, soit pour grâce à faire une de la carte graphique productivité. déportée finalement. Déporté via la prise Oculink qui permet des vitesses beaucoup plus importantes et une compatibilité vraiment accrue sur tout ce qui est expansion qui nécessite beaucoup de bandes passantes notamment. Et ça toujours grâce aux petits add-ons qu'on peut acheter, ces sortes de clés USB qui Alors. permettent de changer entre un USB-C, un DisplayPort par exemple. Ça, tu vas les avoir, notamment celle qui permet de maintenant avoir une carte réseau avec 10 gigabits par seconde, qui est bien mieux pris en charge que ce que tu as maintenant, en fait, avec notamment les nouvelles versions de Linux. Pour la question de l'Oculink spécifiquement, ça va passer par la baie qui est à l'arrière. Tu sais, le laptop 16, il a une grosse baie d'extension derrière. D'accord. Tu vas pouvoir passer par ces prises-là. Tu as également des nouvelles options de processeur avec du Ryzen 5. Donc aujourd'hui, les options étaient relativement haut de gamme parce que performantes. Ryzen 5, on descend un poil en performance. Par contre, niveau point d'entrée, c'est beaucoup plus accessible.
Oui, ceux qui veulent avoir une idée, par exemple sur le 13 Pro, le prix avec du coup la config un peu sympa avec le Ryzen, on est autour des 3400 € quand même. Moi, j'étais un poil moins que ça hors Windows. Je devais être autour des 2007, 2008, quelque chose comme ça. Ouais, avec le Ryzen, j'avais pas pris le dernier écran. Je sais pas s'il était compté de base. 32 Go de RAM avec 2 barrettes de 16, le SSD, etc. Mais ouais, faut compter. En fait, si tu veux te faire une config un peu sympa sur le 16 Pro, le 13 Pro, pardon, en partant du principe que tu prends tout neuf, ouais, faut compter aux alentours des 3000 €, je pense, par là. De toute façon, il y a les prix, la crise des composants en ce moment qui doit jouer. Tu sais s'ils en ont un peu parlé ou pas du tout? Alors, en fait, le truc qui est cool avec Framework, c'est qu'en fait, vu que tu peux acheter ça un peu comme tu veux, moi, j'ai pas eu de news particulière de la position de Framework là-dessus, Ok. mais tu peux très bien acheter la base, c'est-à-dire la carte mère, le châssis, etc. Mais si tu as une meilleure promo sur de la RAM à côté, bah, tu peux dire je prends Bring Your Own RAM, je ramène ma Ouais. propre RAM, tu l'achètes sur un site en promo et ce sera compatible si tu t'es assuré d'avoir le format et la bonne bande passante. C'est ça qui est intéressant avec Framework pour ceux qui découvrent aussi ce projet, ce produit, c'est que tu peux acheter l'ordinateur comme tu achètes un Mac ou un appareil Microsoft. Tout à fait. Ou alors tu peux l'acheter en mode DIY Oui. et c'est toi qui le montes. Et du coup, c'est moins cher. Donc, tu reçois juste les pièces, tu mets ta petite RAM. Faut compter un quart d'heure pour l'assembler. C'est pas non plus un PC fixe que tu mets. Ah, c'est vraiment pas long. C'est dingue. C'est-à-dire que, en fait, quand tu le reçois, tu as déjà la carte mère qui est mise dedans. Tu rajoutes la RAM, tu rajoutes le contour de ton écran, tu mets tes petits slots, tu branches ton clavier. Tu as 5 vis. C'est du Lego finalement. En fait. C'est vraiment du Lego. Et en plus, tu as même sur l'endroit où tu mets les composants des petits QR codes que tu peux scanner qui t'emmènent directement au blog post avec la petite vidéo sur le site de Framework pour dire voilà comment tu la mets, comment tu fais ton entretien, etc. Ils sont vraiment pensés très chouette. très user-friendly et ça démystifie un peu le truc de ouais, la réparabilité c'est compliqué, c'est que pour les geeks, etc. Parmi les nouvelles nouveautés, en 2 mots, vous avez aussi un clavier sans fil avec un touchpad intégré. Donc très cool pour ceux qui font du sim racing ou qui ont comme moi un PC dans leur salon qu'ils utilisent comme une console ou quoi. Ils ont un engagement fort sur la durabilité en fait. Donc avec le support de davantage d'initiatives open source. Un support Linux de premier plan, encore une fois, je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment très très intéressant à l'époque où aujourd'hui il y a de plus en plus de poussées de Linux qui sont faites, que ce soit au niveau de l'État, mais au niveau de nous aussi, avec notamment le Windows qui... mais il y a un vrai mood, je te dis. Émifing Biraisin, ouais. J'en ai parlé à demi-mot avec... il y a un gars de chez Nvidia qui m'a lâché un peu le truc à demi-mot, tu sais, qui veut pas se mettre à dos un de ses partenaires quand même, mais qui me disait, oui, j'ai remarqué aussi un désamour pour un OS en ce moment. Donc, ouais, c'est une tendance de fond. Une tendance qu'on va suivre de manière très proche pour nous les geeks, mais que je vous encourage, vous, à titre personnel, à domicile, etc., à tenter, puisque en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. C'est typiquement le truc marrant à faire quand tu as une très très vieille machine qui tourne sur un très vieux Windows et tu dis, allez, je vais lui redonner un petit coup de jeunesse ou je vais lui trouver une petite utilisation. Tu mets un petit Linux dessus, ça te permet de découvrir sans sacrifier ta machine de tous les jours de production et puis tu te rendras compte que de plus en plus les barrières tombent. Il y a même des compatibilités avec des logiciels Windows, des mêmes fichiers exe. Bien sûr, tout à fait. Moi, ce qui me régale aujourd'hui, quand tu regardes le positionnement de Framework là-dessus, c'est qu'on est passé d'un truc où personne n'y croyait, en mode ouais, ils vont faire ça, ils vont échouer, machin, à aujourd'hui, un truc à l'usage des professionnels. Il y en a même qui commencent à l'appeler le MacBook Pro pour les utilisateurs Linux. Et ça, pour moi, c'est un démonstratif de ce qui est en train d'accomplir Framework. On peut avoir un produit respectueux avec des guillemets de l'environnement, réparable, user-friendly et qui est pour autant adapté aux professionnels et qui, en plus de tout ça, a un aspect premium. Moi, ça me régale. Tu devrais le tester, toi Écoute, le coloris, l'aspect en tout cas de ce qu'ils ont vendu sur les images qu'on vous mettra en story, ça claque. Toi, tu viens de passer une vingtaine de minutes à lui vendre Linux, la réparabilité. Il lui a dit non, le design, le frère, design. c'est tout. Franchement, ils m'ont eu. C'est le premier truc que tu vois quand tu as le PC, t'es en mode je m'attends à un truc réparable, donc un truc moche, un truc un peu, tu vois, disgracieux et tout. Tu regardes ça, t'es en mode mais incroyable, il est magnifique le truc. Encore une fois, hein. Moi, c'est je sais pas, pour l'instant, je réfléchis. Tu réfléchis. Je vois si j'ai une opportunité de vendre mon framework actuel et si j'en ai une, peut-être que je rachèterai celui-ci. À voir peut-être aussi quand les prix des composants vont chuter. Peut-être l'objet d'une vidéo, pourquoi pas un challenge avec Quentin qui essaye de passer là-dessus avec du Linux au profit. Une semaine sous Linux. Ouais, c'est ça. Peut sans être, son Mac, ça peut être un vrai truc. En tout cas, voilà pour les actus de la semaine. J'en profite, n'oubliez pas de soutenir le podcast si jamais vous voulez mettre les petites 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Et éventuellement, si vous voulez réagir à ces frameworks ou bien à cette association France Télévisions, YouTube ou même à ce robot qui court un semi-marathon, la bulle vocale est toujours là en description pour enregistrer vos questions et réagir au sujet qu'on aborde. Et pour vous teaser un petit peu,
Pendant des années, Internet, c'était l'endroit où tu pouvais être un pseudo, pas besoin de donner ton nom, ton âge, ton identité. Aujourd'hui, tout change, vérification d'âge, compte certifié, IA et régulation, tout pousse dans le même sens, savoir qui tu es. Est-ce que la fin de l'anonymat est inévitable ? On en parle dans l'épisode de jeudi. Merci les osios et à très vite sur Bubble. Salut, ciao.